Cette séquence est destinée aux élèves de la première année sciences économiques. Elle s'articule autour de l'épargne. En fait, la troisième partie, intitulée l'utilisation du revenu, comprend deux chapitres, la consommation et l'épargne. Le revenu, comme vous l'avez déjà vu, est soit consommé, soit épargné. La consommation a fait l'objet du premier chapitre. Le deuxième chapitre porte alors sur l'épargne. Dans le premier chapitre, la consommation, nous avons déjà vu la notion de consommation, la structure et l'évolution de la consommation, le comportement du consommateur qui se subdivise en deux points, l'approche cardinale de l'utilité et l'approche ordinale, chose que nous avons déjà traitée. Dans ce deuxième chapitre, à savoir l'épargne, on va traiter la notion de l'épargne, les formes de l'épargne, les mobiles, la mesure de l'épargne et enfin le rôle et les déterminants de l'épargne. Pour commencer par le commencement, qu'est-ce qu'on entend par l'épargne? Une définition simple, l'épargne c'est la partie du revenu non consommée immédiatement. Autrement dit, c'est ce qui reste du revenu après l'acte de consommation. Ou encore, l'épargne est l'excédent du revenu disponible qui reste après la consommation. Deux questions seront alors posées. Comment, qui renvoie aux formes de l'épargne, et on va voir deux éléments, deux formes, la thésaurisation et le placement. La deuxième question porte sur le pourquoi de l'épargne, autrement dit, les mobiles de l'épargne. Et on va voir l'épargne de précaution, l'épargne de transaction et l'épargne de spéculation. Concernant la première forme de l'épargne, c'est la thésaurisation. Que signifie donc cette expression, cette notion de thésaurisation? L'argent épargné est conservé par l'épargnant lui-même chez soi. C'est-à-dire, l'épargnant ne dépose pas l'argent à la banque ou bien il ne va pas utiliser cet argent pour acheter des titres sur le marché boursier par exemple, mais il va garder sous forme liquide l'argent chez soi de façon oisive. Cette thésaurisation, lorsqu'elle existe, a des effets négatifs sur l'économie nationale. Elle perturbe le circuit économique. En fait, comme nous l'avons déjà vu, le circuit peut être un circuit par agent économique qui relie les différents agents économiques, à savoir les ménages, les entreprises, les institutions financières et les administrations publiques. Ou encore un circuit par fonction. À titre d'exemple, ici, vous avez la production, les revenus et les dépenses. C'est-à-dire, la quantité produite donne lieu, pour produire des biens et des services, cette production donne lieu à la distribution des revenus. Ces revenus seront dépensés, ce qui permet donc aux entreprises de récupérer les sommes déjà versées lors de la production. Et donc, on aura un équilibre. Le volume, ou bien la valeur plutôt de la production est égale à la valeur des revenus, qui sera égale à la valeur des dépenses. Mais en cas de la thésaurisation, une partie du revenu va échapper du circuit économique. Ce qui fait que la valeur totale de la production, qui a été distribuée sous forme de revenus, ne sera pas dépensée en totalité, et donc les entreprises ne vont pas récupérer la totalité des dépenses, ce qui donne ainsi aux entreprises que la production ne peut être écoulée en totalité. Quelle sera la réaction des entreprises? Les entreprises vont réduire donc le niveau de production et en corollaire, elles vont réduire le niveau de l'emploi, le niveau d'embauche, ce qui peut entraîner du chômage dans l'économie et bien sûr le niveau de la production va diminuer, ce qui affecte la croissance économique. C'est pour cela que la thésaurisation a un effet négatif sur l'économie. La deuxième forme de l'épargne est le placement. Le placement consiste donc à transférer de l'épargne vers les agents économiques ayant un besoin de financement. L'épargne constitue donc une capacité de financement. L'épargnant
a une capacité de financement car ses ressources dépassent ses emplois. Et donc, il a une capacité de financement qui peut être exploitée par d'autres agents économiques. L'épargne est ainsi réinjectée dans le circuit économique sous différentes formes. Sous forme de dépôt en banque, la banque, comme nous l'avons déjà vu dans le premier semestre, la banque joue le rôle de l'intermédiation financière. La banque collecte les dépôts et verse ou octroie des crédits. Elle reçoit les dépôts auprès de ceux qui ont une capacité de financement pour verser ou payer ou donner des crédits à ceux qui ont un besoin de financement. Deuxième forme de l'utilisation de cette épargne, c'est l'achat des titres sur le marché des capitaux. Des titres qui peuvent être soit des actions, soit des obligations, soit des bons de trésor, et ainsi de suite. On peut également prêter l'argent épargné ou bien effectuer des placements auprès des assurances pour satisfaire le besoin de prévoyance, par exemple. Vous avez ici l'exemple de contrat d'assurance vie. La question suivante, c'est le pourquoi de cette épargne. L'épargne peut être recherchée pour trois raisons principales. On a l'épargne de précaution, l'épargne de transaction et l'épargne de spéculation. Avant d'aborder ces trois mobiles, j'attire votre attention sur le fait que l'épargne peut être volontaire ou une épargne forcée. Une épargne forcée, c'est l'épargne réalisée par un agent économique, mais sur la décision d'un autre agent économique. Pour vous donner un exemple, prenons les cotisations sociales. Les cotisations versées à la CNSS, les cotisations versées à la caisse de retraite, par exemple, constituent une forme de l'épargne forcée. En fait, en versant des cotisations à la caisse CNSS, par exemple, ou bien à la caisse de retraite, l'épargnant fait une épargne en vue de bénéficier, lorsqu'il atteint l'âge de retraite, il va bénéficier d'une pension de retraite. Mais la décision de faire cette épargne ne revient pas à l'épargnant lui-même, mais à l'administration publique, à travers des lois qui obligent tout salarié, par exemple, de cotiser à cette caisse, la caisse de retraite, en vue de pouvoir bénéficier de la pension de retraite par la suite. Donc c'est une décision qui émane d'un organe, d'une administration publique, mais c'est l'épargnant, une personne physique, un salarié, qui va supporter ces cotisations. Par contre, lorsque l'épargnant lui-même prend cette décision, on parle dans ce cas de l'épargne volontaire. Il peut faire une épargne auprès d'une assurance, par exemple. Bien, revenons au mobile de l'épargne. La première forme ici, ou bien c'est l'épargne de précaution. Cette épargne est effectuée pour faire face aux risques éventuels, faire face à des incertitudes, en cas de maladie, en cas de perte d'emploi. L'épargnant trouve de l'argent pour acheter des médicaments, par exemple, ou autre. Cette épargne, l'épargne de précaution, peut être une épargne volontaire ou bien forcée. Vous avez l'exemple des cotisations sociales prélevées par les organismes de sécurité sociale, peuvent être considérées comme une épargne de précaution, bien que forcée. La deuxième forme, l'épargne transactionnelle. L'épargne transactionnelle signifie que l'épargne réalisée vise à acheter des biens durables de grande valeur. Pour acheter une voiture, par exemple, l'épargnant peut constituer une épargne sur un certain nombre de mois ou bien d'années pour réaliser sa décision d'acheter une voiture. Troisième mobile, l'épargne spéculative. L'épargne spéculative, c'est l'épargne effectuée dans le but de réaliser des plus-values ou bien des gains. Par exemple, en achetant des actions sur le marché boursier, l'épargnant cherche
la réalisation des plus-values ou bien des gains lorsque le cours boursier augmente. Donc il achète des actions, des produits, des bijoux dans l'espoir de voir leur prix augmenter. Et dans ce cas, il va réaliser une plus-value. Donc l'objectif, c'est un objectif de rendement ici. Dans une deuxième partie, on va traiter par la suite les éléments suivants: la formation de l'épargne, la mesure de l'épargne, ainsi que le rôle et les déterminants de l'épargne.